Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 14 de la Shadow March. Qu'est-ce que la Shadow March, vous vous demandez peut-être si vous venez d'arriver. La Shadow March, c'est le récap semaine après semaine d'une partie de jeu de rôle, qu'on joue à distance, une partie bac à sable, motorisée par le système Shadow Dark. Ça fait un bout de temps qu'elle est lancée cette petite campagne, mine de rien. Il se passe plein de choses, donc je vous invite à aller voir les épisodes précédents si vous voulez vraiment suivre l'histoire. Vous pouvez aussi commencer par cet épisode, puisqu'en fait le concept, c'est aussi un peu d'expliquer par endroit comment j'ai préparé X, Y. C'est pas un actual play, vous voyez, donc je peux vous partager mes pensées de MJ, les retours que m'ont fait les joueurs, tout ça. Mais honnêtement, c'est plus simple à suivre si vous avez vu les épisodes précédents, sinon vous n'allez pas avoir les références, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans la Shadow March ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nos PJ, la dernière fois, s'étaient arrêtés ici, au temple de Saint-Héragnis, et ils avaient toute une cohorte de chevaux, puisqu'ils étaient fiers routiers, et ils devaient protéger une petite région pendant l'hiver. Et là, leur tâche un peu imminente, c'était de ramener ces chevaux qui avaient été perdus, qu'ils ont rassemblés, à la ferme de Grache, le propriétaire des chevaux. Donc, vous pouvez déjà voir la trajectoire. J'ai un peu la flemme de nettoyer le hall beer après la partie, donc vous pourrez déjà voir les endroits où ils sont passés. Donc ils doivent ramener ces chevaux, être payés, et puis ils avaient aussi la dernière fois fait la rencontre des grognes, ils avaient fait la rencontre de Loïs qui avait perdu ses filles Rosie et, que je me trompe pas dans son nom, Béline. Et donc voilà, ils sont sur les routes et ils avancent dans ce petit bac à sable que je leur ai préparé. Donc vous voyez, j'ai un peu détaillé les lieux, j'ai un peu revu ma structure, j'ai changé certaines choses. Vous voyez, tous les lieux ne sont pas détaillés, mais j'ai déjà des titres de lieux qui peuvent croiser et tout. Au départ, j'étais un peu parti en mode les lieux qu'ils vont rencontrer, je connais pas leur emplacement, je les tire aléatoirement. Finalement, je me suis dit que je trouvais pas ça très convaincant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai placé quelques lieux. C'est ultra spoiler, si les joueurs passent par ici, encore une fois, c'est de leur responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? Ils sont partis du temple de Saint-Héragnis et ils sont arrivés à Ravelin. Ravelin, c'est un petit village sur les hauteurs. Ils arrivent alors que la nuit commence à tomber et qu'il commence à avoir une tempête de neige. Ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont juste demandé « Est-ce que vous avez vu passer 2 jeunes filles, les filles de Loïs du village d'à côté ?» On leur dit non. Ils passent leur chemin. Le seul truc qu'ils ont pu un peu pressentir, c'est que les gens de Ravelin étaient un peu prudents, notamment à leur demander de vouloir prouver qu'ils sont fiers routiers. Ils ont pas l'air d'être forcément hyper copains avec les fiers routiers. Enfin, ils ouvrent pas leur porte facilement à Ravelin. Ils étaient derrière leur petite palissade, ils ont pas ouvert la porte. Nos PJ passent leur chemin. Ils vont ensuite reprendre la route, passer la nuit dans la neige. Là, je vais leur demander un peu des jets de survie, sachant que comme il y a des tempêtes de neige, vous voyez, j'ai un tout petit système tout simple météo. Ici, je me suis fait une toute petite table météo, et quand on est en tempête de neige, tous les jets liés à la visibilité, etc., sont plus difficiles, mais aussi la nuit, plus difficile de dormir, il faut vraiment faire un feu, donc sinon on peut perdre un peu de constitution. D'ailleurs, Grim a perdu un peu de constitution à ce moment-là, notre ranger gobelin. Le lendemain, ils reprennent la route, ils longent le truc, ils font pas de rencontre aléatoire, et ils arrivent à Barkia. Barkia, là, c'était le plus long passage de cette séance, puisqu'ils sont arrivés dans une auberge. Et à la fin de la séance, un de mes joueurs me dit « Honnêtement, j'adore les auberges dans cette campagne. » Effectivement, dans les auberges, il y a toujours plein d'interactions possibles. Ils arrivent, et là, il y a une pelletée de PNJ, donc il s'est passé plein de trucs. Je vais essayer d'aller à l'essentiel quand même. Vous voyez déjà un petit peu les PJ auxquels ils ont parlé, puis les PNJ auxquels ils ont parlé, puisqu'il y a leur petit nom en dessous. Donc je vais m'appuyer sur le récap que m'a fait un des joueurs de la partie pour vous relater tout ça. Donc ils arrivent chez Murgette. C'est le nom de l'auberge, c'est le nom de la petite vieille. Son fils s'occupe de tenir le truc, mais Murgette, voilà, elle, c'est une institution, elle a pas bougé, elle a 150 000 ans, elle est là. Ils ont bien sûr confié leurs chevaux à quelqu'un à l'entrée de l'auberge. Ils arrivent, ils commencent à boire de l'amertume impériale, c'est-à-dire une petite cervoise, ils mangent du cochon de lait, ça se fait plaisir, et surtout, ils remarquent tout de suite qu'il y a des petits cadeaux et que ça va être la fête de l'hiver. Donc, ambiance assez festive. Premier truc que les joueurs remarquent, c'est qu'il y a Kimil. Alors, il n'y avait pas son nom, mais ils l'ont reconnu à son token. Et ça, c'était très drôle de jouer comme ça, ce côté complètement méta. Parce que eux, Kimil, ils la connaissent de l'acte 1, mais aucun de leurs personnages n'a réellement rencontré Kimil. Ils ont tous envie d'aller lui parler, sauf que, en fait, le groupe s'est fait wipe entre-temps. Donc, les nouveaux personnages ne connaissent pas Kimil. Et donc, ils essayent un peu maladroitement, mais moi, honnêtement, ça me va très très bien, d'essayer d'aller lui parler, de trouver une bonne raison. Et donc, en fait, au bout d'un moment, Lapsus, Lorga c'est le personnage qui est mort, et Glantin, le personnage qui remplace Lorga, notre magicien elfe, il décide d'aller un peu la draguer. Étant donné qu'elle est jeune, lui aussi, et puis lui, à la base, il est un peu étudiant. Donc lui, il aime bien cette petite ambiance, un peu auberge et tout. Allez, on va aller voir cette jeune femme. D'ailleurs, entre-temps, comme ça, on dirait que c'est un gros lourd, mais il a quand même été parlé à Murgette aussi, il a fait un peu le tour de la taverne pour la forme, à sociabiliser.
et il va parler à Kimil. Donc il essaye de lui parler et tout, mais il n'arrive pas trop à l'aborder. Il se prend pas mal de vent. Lui, Grimm, lui, il va se cuiter comme un malade. Il va à peu près jouer toute la soirée en faisant genre il est bourré. Et c'était assez drôle parce que du coup, il faut s'occuper de lui. Il y a la tante Murgette qui s'occupe de lui, qui lui raconte des histoires. Et lui, il écoute avec l'œil de Traviole. C'est assez rigolo. Tristram, il va essayer d'être un peu plus en retrait dans cette auberge. Plutôt prendre des informations auprès de l'aubergiste pour demander s'il n'a pas vu passer les filles. À la recherche desquelles sont nos PJ. Et Ronald va leur dire qu'elles sont passées récemment avec Lucien et Rupert, deux jeunes gars, pas des mauvais bougres, mais il faut que jeunesse se fasse, quoi. Et il lui explique quand même que quand ils sont passés, ensuite ils sont repartis vers Fréna. Quand ces 4 jeunes sont passés, ils ont un peu picolé. Et ils avaient pas mal de sous, justement, pour s'acheter des cervoises, ce qui est pas tout à fait normal, parce qu'aucun d'entre eux n'a vraiment encore de ferme à lui, de trucs, voilà, qui... Il se dit, ouais, ils ont encore dû faire les 400 coups, peut-être faire un peu de vol à l'étalage. Ça pourrait être la signature de Rupert et Lucien. Ils ont déjà été pris la main dans le sac pour ça. Donc voilà. Et il explique aussi à Tristram qu'il y a eu une petite dispute dont il connaît pas vraiment la nature. Et il y a la plus jeune, Rosie, qui a pas suivi le groupe. En fait, le groupe, Lucien, Rupert et Béline sont partis vers Fréna. Donc Fréna, c'est vraiment la principale ville de la région. Vous voyez, là, nos PJ sont à Barkia. Fréna, c'est vraiment la ville, quoi. Là où il y a le chapeauté, où il y a un peu la noblesse locale, entre guillemets. Donc les 3 jeunes sont partis par là, mais il y a eu une dispute avec Rosie qui, elle, a dit « je rentre chez mon père », en gros. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Tristram, honnêtement, parce que vu que la région est dangereuse, le fait que Rosie rentre seule chez elle, c'est pas du tout une bonne nouvelle. D'un autre côté, c'est pas la principale mission de l'OPJ que de sauver ces jeunes filles, c'est plutôt une promesse qu'ils ont fait à leur père, de les retrouver et de leur dire de rentrer chez leur père parce que celui-ci s'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est passé qu'à un moment donné, Eglantin, quand il est en train de parler à Kimil, il remarque qu'il y a un certain Joseph Bookman qui est en train de le regarder de l'autre côté de la taverne et ils vont avoir une conversation, puisqu'en fait Eglantin, qui n'a pas été accepté à l'université de Pagor, il a volé des livres à l'académie de magie de Pagor. Et il sait qu'il est suivi par Joseph Bookman, le mec qui surveille. C'est Eglantin qui a choisi le nom Joseph Bookman. Le mec a littéralement le nom de sa fonction. Il est suivi par Joseph Bookman qui doit récupérer le livre. Alors entre-temps, Eglantin a perdu le livre. Joseph Bookman, il y a un peu un jeu du chat et de la souris un peu ironique. Joseph Bookman fait « Ah tiens, un étudiant ici, je crois que je vous reconnais ». Ils font un peu, ils se parlent à mi-mot comme ça dans la taverne, ils se tauntent. Finalement, Joseph Bookman va droit au but et il dit « Eglantin, je sais que vous avez été refusé de l'académie et que vous avez volé ce livre, néanmoins, laissez-moi vous parler d'une proposition. Je trouve que vous avez du panache, vous êtes téméraire, vous avez de la hargne que n'ont pas certains élèves. Et même si vous n'aviez pas les sous pour être pris à l'académie, le fait que vous voliez ce livre, ça montre que vous en voulez. Donc plutôt que de vous éliminer tout de suite, de vous blacklister, etc., je vous propose d'accomplir une petite mission pour moi, pour l'académie. Voyez-vous, il y a d'autres livres qu'on a envie de récupérer. À savoir, et là il lui donne les noms des 3 livres, Marche dans le Nouveau Monde, Un artiste à la cour du serpent, et Traité sur le phénomène dit du collectif. Vous me récupérez ces 3 livres, et on pourra reparler de votre candidature, etc., et on efface votre dette envers l'académie, le vol que vous avez commis. Donc Eglantin, il fait « Ok, c'est quoi le piège ?» Et là, Bookman lui dit « Les livres, vous allez devoir les récupérer dans la résidence secondaire de Lisa Baroncelli. » Donc pour ceux qui suivent la Shadow March, vous savez que Lisa Baroncelli, c'est celle qui avait engagé Sylva, le Drachéide, pour récupérer la flûte du songe éternel, qui était plus ou moins le MacGuffin de tout l'acte 1. Et donc apparemment, elle a une résidence secondaire dans la région, et Bookman voudrait qu'Eglantin aille chercher les livres chez elle, et donc il s'agit littéralement d'un cambriolage. Et il dit « Moi, je peux pas m'en charger, je dois rester à Pagor. » Ce qui est un peu bizarre. Et en fait, rapidement, les PJ vont comprendre pourquoi il dit ça, puisque Joseph Bookman apparaît à Eglantin sous forme d'illusion. Il n'est pas là et il va disparaître, s'enroulant dans son manteau, laissant plus que par terre ce manteau qui va ensuite s'enflammer et disparaître, s'évaporer. Il disparaît comme ça. Donc ça montre que c'est un magicien qui a quand même du peps. Donc Eglantin, lui, il lui a donné un délai de 1 mois pour aller chercher le truc. Il y a ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la soirée? Ils vont finalement réussir à recoller vraiment avec Kimil et à se réidentifier, parce qu'en gros, là, ils essayaient de se rapprocher du PNJ, parce qu'en tant que joueur, ils la connaissent, Kimil, mais eux, en tant que PJ, ne la connaissent pas, donc ils essaient de trouver des moyens de l'approcher. Et en fait, il y a un truc qu'a fait un des personnages qui est excellent, je trouve. C'est Grimm, le joueur de Grimm, qui est souvent en retrait, etc. Il a eu une très très bonne idée, c'est qu'à la mort des autres personnages,
il a récupéré le journal de Lorga. Parce que si je vous montre très rapidement sur Discord, en fait, le joueur de Lorga, les joueurs... Attendez, c'est où? Voilà, c'est là. Le joueur de Lorga, en fait, après chaque séance, il tenait vraiment un... Lorga tenait un journal. Donc ça, c'est toutes les notes des PJ au fur et à mesure de la campagne. Et du coup, en fait, Grimm s'est dit, à la mort de Lorga, moi, je récupère le journal de Lorga et je continuerai à écrire dedans et tout, ce que je trouve être une idée excellente en termes de roleplay. Mais je trouve que c'est aussi assez intéressant parce que ça donne cette sorte de joker, entre guillemets, pour les PJ, même si maintenant ils sont sur des enjeux différents, il y a eu une ellipse et ils sont plus vraiment dans les histoires des premiers personnages. Ce journal, ça va leur permettre, quand ils vont rencontrer des PNJ que Lorga avait rencontrés, vu que Grimm lit le journal, de se dire oh, c'est quelqu'un qui avait rencontré Lorga, etc. et de pouvoir parler à des PNJ qu'ils auraient pas pu connaître autrement, en fait, les PJ. Et ça, c'est pas... honnêtement, c'est une de leurs idées et j'ai trouvé ça excellent. Ce qui a fait que dans l'auberge, en fait, à un moment donné, Grimm, il fait Ah, Kimil, c'est un nom que j'ai lu dans le journal de Lorga. Quand il reconnaît le nom de Kimil, et ça va leur permettre de lui parler. Et donc Kimil va dire bon bah apparemment vous êtes des amis d'amis, je crois que je peux peut-être vous faire confiance. Surtout qu'Eglantin avait un peu abordé Kimil au début en disant ah, c'est la providence qui fait que nous nous rencontrons. Vous savez, un peu dragueur, un peu à la Jasquier presque. Et elle fait effectivement c'est peut-être la providence, et donc elle leur explique ce qui s'est passé. Kimil, si vous avez vu le début de la Shadow March, il s'en était séparé à Tarasco, elle était partie vers Calgo pour aller voir les druides du cercle de l'œillet, etc. Donc elle leur a pas donné tous les détails de son parcours. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'elle était là à Calgo lorsque le dragon a attaqué Calgo et que les troupes de Mérismar l'ont abattu avec leurs balistes. Et d'ailleurs Kimil pensait que le dragon était mort comme ça, elle savait pas que derrière c'était Lorga et tous nos héros qui avaient achevé le dragon. Donc elle a assisté à ça. Ensuite, les gens de Mérismar ont voulu exploiter la population locale pour installer leur tête de pont, demander de la nourriture, mettre au travail les gens sur place. Ils sont vraiment en campagne. Et donc Kimil, elle a essayé de se faire la malle avec Brisette. Brisette, si vous vous souvenez, c'était l'aubergiste dans l'auberge de Tarasco qui avait tendance qui était... sans que les PJ ne sachent vraiment pourquoi, assez attaché à la sorcière Raji. Vous vous souvenez de la sorcière Raji qui avait posé la marque sur les PJ au début, qui était détenue par le baron Véron. Et en fait, ce qu'elle leur explique, c'est que la sorcière Raji est morte lors de l'attaque de Calgo, et que Brisette, en fait, il avait un remède qui lui permettait de lutter contre la lycanthropie. En fait, c'est un loup-garou. Ce que peuvent comprendre vite fait les personnages, même si elle l'a pas dit comme ça, elle l'a pas nommé lycanthropie, elle dit j'ai découvert qu'en fait Brisette se transformait en loup, etc. Enfin, il a un problème, et ça n'a fait que s'accélérer depuis que la sorcière Raji est morte, parce qu'il a plus de remède, et donc ensemble on essaie d'aller à Pagor, en fait. Et sauf que quand ils sont arrivés dans cette auberge là à Barkia, Brisette s'est transformée en loup-garou et a fui dans la forêt pour ne faire de mal à personne, et du coup Kimil depuis attend son retour, mais normalement ça le prend, ça dure une nuit, puis il revient quoi. Et là ça fait plusieurs jours qu'il est parti, et donc elle dit bah voilà, si vous êtes des amis d'amis, je vais pas vous demander d'aller le chercher, on ne se connaît pas plus que ça, mais si jamais vous voyez un loup-garou, pensez à Brisette, pensez à moi, ne le tuez pas, essayez de me le ramener. Donc ça c'est aussi un truc assez cool, ça fait un rappel de l'acte 1 et tout. Et voilà, je trouve que c'est cool de ramener des anciens PNJ, de continuer à faire vivre tout ça. Ensuite, il y a eu également la rencontre avec des Nords, puisqu'on a Lifwe, donc qui est notre devin Nord, qui croise deux Nords. Alors ça, honnêtement, c'était un peu, on va dire, c'était voulu de ma part. J'avais envie que, comme il y a un personnage Nord, d'intégrer d'autres personnages Nord. Et donc, la providence fait que, dans cette auberge, j'ai mis Alvis et Ingolf du clan, que je me trompe pas, Ingjald, et donc ils reconnaissent l'accent de Lifwe du clan Odel, et ils vont se parler. Alors il va pas y avoir de grandes révélations vis-à-vis de ça, si ce n'est que Alvis et Ingolf, ils font partie c'est des sortes de Vikings, mais surtout ils font partie d'une sorte de clan de mercenaires un peu, qui ont été attirés dans la région par la guerre imminente entre Mérismar et Pagor pour servir de mercenaires, et donc ils disent à Lifwe ouais alors toi tu vas te battre dans quel camp, etc. Lifwe il leur explique que lui c'est pas vraiment pour ça qu'il est venu, là il est fier routier, mais ce qu'il recherche surtout c'est à découvrir la région, la connaissance et tout, donc ils se foutent un peu de sa gueule, ils font ah ça c'est bien un truc du clan Odel, et lui il fait ah je n'en attendais pas moins de gens du clan Ingjald, pardon. Et donc Alvis et Ingolf ils font bon bah bonne route mon ami, à la revoyure, j'espère qu'on sera pas face à face sur le champ de bataille si la guerre éclate, nous on ira vers le meilleur payeur. Et ils disent le reste de notre bande de mercenaires, parce qu'ils sont pas venus seuls, il y a d'autres Nords, ils sont à Pagor, à l'ivresse des vagues, qui est une auberge. Eux ils ont décidé d'aller faire un peu un tour à la campagne, mais le gros du groupe est resté à Pagor, et l'ivresse des vagues, ça permet d'exposer un petit peu des infos. L'ivresse des vagues, c'est une auberge qui se trouve à Pagor, dans le quartier du Vieux-Port, et qui est
le QG, le point de rendez-vous des gens qui font partie de la guilde des voiles d'argent. Et la guilde des voiles d'argent, c'est un peu une guilde d'explorateurs, quoi. C'est vraiment la guilde des aventuriers de Pagor, quoi. Donc ça, c'est un lieu que peut-être les PJ connaîtront la prochaine fois qu'ils iront à Pagor, ça leur donnera peut-être envie de le visiter. Ensuite vient le moment du Secret Santa. Je leur propose de se faire un Secret Santa juste après la pause où je vais vite fait faire mes ablutions. Vous voyez, je vais aux toilettes, je vais boire un peu d'eau, je reviens. Et je leur dis, réfléchissez parce qu'il y a Secret Santa. Si vous voulez, vous pouvez vous offrir des cadeaux entre vous. Donc ils se sont offerts des trucs rigolos. Il y a Tristam qui offre... Ah merde, je lui fais pas honneur. Je crois qu'il a offert un truc elfique à Églantin. Églantin, lui, il a offert des flèches empoisonnées à Grim. Églantin, c'est... Le joueur, c'est honnêtement l'optimisateur du groupe. C'est le mec qui compte tous les sous. À chaque fois qu'il dit là, on ne devrait pas avoir de l'or, etc., il est toujours là, Églantin. Son pendant un peu pour l'XP, c'est Grim. Grim, c'est celui qui demande toujours quand est-ce qu'il y a de l'XP. Mais c'est rigolo, vous voyez. C'est pas lourd. Et puis il en faut des gens comme ça, des gens qui kiffent aussi cet aspect-là du jeu. Mais il me fait toujours rire parce qu'il dit c'est pas que je pense qu'à l'argent, hein, mais ça, on devrait pas gagner de l'argent à ce moment-là et tout. Il me fait trop rire. Donc du coup, il a forcément profité du Secret Santa pour justifier. Eh bah ouais, je donne des petites flèches empoisonnées à Grim. Et c'est marrant. Et Grim, lui, qu'est-ce qu'il a offert? Grim, il avait pas trop d'idées. Et donc on a tiré sur une table aléatoire, le cadeau qu'il faisait à Leafway, c'était genre des pièces et des clous. Enfin, c'est vraiment un peu débile, mais on a utilisé une table aléatoire. En même temps, ça colle bien avec Grim, puisque c'est un gobelin qui connaît pas trop les coutumes et tout, il peut se dire « Ouais, ça c'est un cadeau trop cool », alors que c'est un peu nul. Comme dans tout bon Secret Santa, il faut qu'il y ait des cadeaux nuls. Et enfin, Leafway, il a offert du tabac, du bon tabac, à Tristam. Suite à quoi, après ce petit moment rigolo, ils ont décidé de reprendre leurs chevaux et de reprendre leur route. Ils sont donc arrivés à la ferme de Grache, sans trop d'encombre, encore une fois, pas de rencontre aléatoire. Ils arrivent à la ferme de Grache et là, ils découvrent donc une immense propriété où, alors que c'est l'hiver, il y a du blé qui pousse et des gens qui sont en train de le récolter. Donc déjà, il y a un truc surnaturel là-dedans. Ils arrivent avec tous leurs chevaux, ils arrivent à la propriété et là, ils rencontrent, comment il s'appelle déjà, Ronan et, je dis pas de conneries, pouf, pif, paf. Ils rencontrent Ronan et Ballot. Ils rencontrent Ronan et Ballot, qui sont deux des serviteurs de Grache, qui leur explique que Grache est absent, qu'il aurait dû rentrer de la chasse depuis un moment, il est parti chasser en forêt, suite à son mariage avec la fille du chapeauté. Donc je rappelle, le chapeauté, c'est un peu le noble de la région, entre guillemets, c'est le mec qui hérite de l'administration de la charge, c'est un peu un représentant de Pagor à Frena, et lui-même est représentant de Frena à Pagor. C'est un peu un député, si vous voulez. Et je vous laisse aller voir la vidéo précédente si vous voulez le petit récap géopolitique. Je pourrais pas le faire à chaque fois. Donc ils rencontrent... alors je lui aurais pas montré la battle map parce que c'était anecdotique, mais ça ressemblait à ça. Si jamais il se passait un truc, j'avais quand même une battle map, on sait jamais ce que les PJ peuvent tenter. Mais voilà, ils rencontrent Ronan et Ballot. Ils leur disent, ouais, notre maître il est pas là, suite à son mariage avec Moran Stromba, la fille d'Astor Stromba, le chapeauté. Il est parti à la chasse. Grache est parti à la chasse. Et il nous laisse la ferme. Il les remercie pour les chevaux, évidemment. Les PJ ils demandent « Mais attendez, comment ça se fait qu'il y ait du blé qui pousse ici ?» Ils disent « Ouais, ça c'est un truc de ouf. On est super fiers de bosser pour Maître Grache, parce que Maître Grache, non seulement c'est un hobgoblin qui a réussi à devenir propriétaire terrien, alors même si hobgoblin d'habitude, on n'est pas toujours très très fan, vous voyez, il nous vole notre travail !» Bah lui quand même, c'est un sacré opportuniste, il a pas froid aux yeux. Et en plus, Maître Grache, il a ramené un engrais de Pagor fabriqué dans les quartiers éoliens. Donc le quartier éolien, c'est directement inspiré de Dragon d'Agathe. Le quartier éolien, c'est le quartier un peu des inventions où il y a les alphelins qui bossent. Et où par exemple, notre ami Tariq de l'acte 1 vivait. Il a ramené de l'engrais de Pagor et c'est un truc de ouf. Et on a 3 récoltes par an. Le PJ savent pas trop quoi faire de cette info. Ce qui est sûr par contre, c'est que Grache, effectivement, c'est vraiment un riche propriétaire terrien. Le mec a des terres qui s'étendent à perte de vue fertile. Ils déposent les chevaux, c'était leur mission, et ils arrivent à Frena. À Frena, je leur décris la ville. Donc Frena, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le grand bourg, la ville qui est donc dirigée par la famille Stromba, qui a son manoir, et qui a spécialité principalement le bois qu'elle tire de la forêt de Palécorce, qui se trouve au sud. Bon là c'est au nord sur la map, mais si vous regardez ici en fait, c'est le sud, la forêt elle serait ici. Donc ils ont cet avant-poste depuis lequel ils convoient du bois sur l'eau, je sais pas si ça se dit convoi du bois, qui passe par Frena, qui repart, et qui part ensuite à Pagor. Vous voyez ici, hop, ça ferait un délire comme ça, où ça fait poupidi papipi para pipida papa tududududita pi pou. Et une fois que ils arrivent, donc je leur décris Frena, c'est une ville qui a
de l'activité même en hiver, même surtout en hiver finalement, parce qu'il va y avoir peut-être des fermiers qui vont venir habiter ici le temps de l'hiver. C'est là où on va avoir des artisans, des échanges de connaissances, de savoir. Enfin, les villes, c'est ça. De savoir-faire aussi, des artisans. Donc il y a de l'activité. Quand ils arrivent, ils voient des petites cheminées, ils voient le manoir Stromba qui domine. À ce moment-là, ils décident de se séparer, ils passent devant l'auberge de l'écorcé vif, ils passent devant la fontaine de l'homme éploré. Donc il y a Grimm et Églantin qui partent vers le bureau du shérif Cardian, là où les PJ ont un logement de fonction tant qu'ils travaillent pour les fiers routiers. Tandis que les deux autres, Lifoué et Tristam, décident d'aller voir Monsieur Stromba, Monsieur le chapeauté Stromba à son manoir. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de la scène du bureau du shérif Cardian, même si je pense qu'elle a été appréciée parce qu'elle était un peu rigolote. Je sais pas à quel point c'était lourd, mais j'avais vraiment pensé le mec qui les paye, qui s'appelle Béthane et qui est un peu l'administrateur tatillon des fiers routiers. Je l'avais vraiment pensé comme le cliché du fonctionnaire énervant, vous voyez. Vraiment comme dans les sketchs quand on a envie un peu de se moquer de la lenteur que peut avoir parfois l'administration. Je n'essaye pas de faire de généralité ici, mais je trouvais que c'était très drôle de jouer le mec, le payeur, vous voyez, il est là, il fait « Alors, un mois de travail, donc vos compétences, alors dites-moi, vous voulez en lettres de change ou en pièces, votre argent ?» Et puis, au début, je leur dis « Ok, vous allez être payé tant », et puis, au fur et à mesure, je faisais « Ah non, mais attendez ». Vous avez des chevaux, ils vous appartiennent pas ces chevaux, c'est nous qui vous les prêtons. Donc ça, on va retirer de votre paye. Ah non mais attendez, j'ai oublié un truc. Vous avez un logement de fonction. Et je leur retirais de l'argent. Enfin, il y avait cette scène qui était marrante. Ensuite, il y avait, ils ont également un truc que j'ai oublié de dire. Je suis en train de relire mes notes. C'est qu'ils ont appris, c'est anecdotique, je vous en reparler le jour où ils le reverront peut-être. Non, on va aller droit au but, mesdames et messieurs, on va y aller. Il y avait un truc à la ferme de Grache, mais on verra si ça revient. Donc ils arrivent au manoir Stromba, là ils vont rendre les têtes de grogne, parce qu'il y a aussi des primes sur les têtes de grogne qu'ils ont pu abattre, et donc il les confie au chef de la milice, un certain Conrad, qui fait un peu le cow-boy, vous voyez, c'est un peu des gendarmes, les PJ. Le Conrad, ce serait plutôt d'une certaine manière la police nationale, je sais pas trop. Mais c'est plus une milice du manoir Stromba qui du coup récolte les primes et paye les primes pour les têtes. Donc ils donnent des têtes de grogne à cet homme. Ensuite ils entrent chez Stromba et ils vont le rencontrer dans un tout petit salon. Je leur décris que le manoir Stromba c'est vraiment un bâtiment à l'ancienne où il y a que des petites pièces pour garder la chaleur. C'est pas un truc hyper grand. C'est un peu c'est une passoire énergétique. Décidément. Ils vont rencontrer donc le chapeauté Astor Stromba, qui va leur expliquer qu'il a perdu sa fille. Sa fille venait de se marier à Grache, le fermier prospère, le hobgoblin à qui tout réussit. Et donc Grache, comme le veut la tradition, est parti mener une petite chasse, parce qu'il a l'autorisation du coup, puisque la forêt de Palais-Corse appartient au chapeauté. Il lui dit, eh bien tu peux aller chasser Grache maintenant, tu fais partie de ma famille, tu es mon fils, vas-y. Donc Grache il part à la chasse. En fait, il ne revient pas. Que certains de ces hommes qui reviennent et avec des blessures énormes. Témoignage du fait qu'ils sont allés chasser très certainement dans des terres où ils n'auraient pas dû se rendre. Ils ont été un petit peu trop ambitieux. Grache, peut-être, la tête lui a un peu monté suite à toute la réussite. Donc ils ont dépassé cette frontière, sûrement, enfin en tout cas c'est la théorie de Astor Stromba, ils ont sûrement dépassé la rivière, ils sont allés dans les territoires interdits de la forêt et ils ont dû rencontrer une grosse créature qui leur a dû leur mettre une misère. Même si les survivants qui sont revenus ne le raconteront pas comme ça, cacheront sûrement les faits. Ça, c'est la théorie de Astor Stromba, en tout cas. Je vais pas vous faire toute la conversation, parce qu'il y a pas mal d'infos, je vais vous la faire de la manière la plus concise possible. En gros, l'histoire que peut raconter le père, c'est cette histoire de mariage. Grache disparaît dans la forêt. Ces hommes reviennent sans Grache. Donc tout de suite, Morane, la fille d'Astor Stromba, qui vient de se marier à Grache, est folle, et elle part sans dire quoi que ce soit à personne à la recherche de Grache. Donc elle fugue entre guillemets et le père se dit bon bah là c'est vraiment la merde, personne ne m'obéit, je n'ai aucune autorité. En fait le gars déjà a l'air un peu dépressif, mais en plus là tout lui échappe. Les PJ ont pas creusé plus que ça, il a un peu de background Astor qui pourront peut-être découvrir et tout, mais là il est au bout du rouleau le mec. En plus la conversation va être interrompue par Gieseba qui est sa femme, qui honnêtement est un peu n'est pas toujours très cohérente. Déjà les deux ça se voit tout de suite, les PJ le voient tout de suite, ils s'aiment plus. Et Gieseba, elle était pas d'accord avec le mariage avec Grache parce qu'elle est raciste. Et elle voulait pas que sa fille se marie avec un hobgoblin, encore moins en hiver, parce que c'est signe de malédiction, c'est contre la tradition. Et donc honnêtement, elle est folle, de rage. Et donc, pour régler la situation, Astor Stromba propose de payer 500 pièces d'or chaque PJ, ce qui est beaucoup, puisque nos PJ, là, en un mois de taf, auprès des fiers routiers, ils ont gagné 180 pièces d'or. Donc là, il leur dit 500 pièces d'or chacun,
si vous me ramenez ma fille vivante. Donc là, les PJ, honnêtement, ils n'ont pas réfléchi pendant 150 ans à leur moralité, ils ont décidé que ça allait devenir leur priorité. Je sais pas ce qu'ils vont faire d'ailleurs de l'histoire des filles de Loïs et tout, parce que c'est pas forcément sur la même route. Puis il y a d'autres petits mystères qu'ils ont pu découvrir sur la route, donc je sais pas ce qu'ils vont décider au final, mais à la fin de la séance, ils avaient plutôt leur parti pour partir dans la forêt, ils réfléchissaient déjà. Ils ont demandé une avance, en fait, ils ont demandé de payer la moitié, 250 pièces d'or d'avance pour aller chercher la fille, pour pouvoir s'acheter du matos et tout, pour préparer leur expédition dans les bois. Sachant que, évidemment, Astor Stromba, il a forcément déjà envoyé des hommes un peu en battu chercher sa fille, mais il n'est pas très confiant envers eux. Il fait plus confiance aux PJ qui sont les fameux tueurs de dragons, en tout cas de réputation. C'est pour ça qu'il va les payer si cher. Et donc Gieseba Stromba, non seulement, c'est vrai que j'ai un peu zappé, Gieseba Stromba va arriver et en fait elle va dire au PJ, par contre, si vous allez chercher ma fille, vous partez avec Dalman. Dalman c'est le forgeron de la ville et c'est un hobgoblin. Et en fait c'est là qu'il y a un peu un paradoxe avec Gieseba Stromba qui est raciste, comme on le disait. Elle aime bien Dalman. À lui, elle lui fait confiance. Personne, enfin les PJ ne savent pas trop pourquoi. Ça pourrait faire l'objet d'une enquête. Quoi qu'il en soit, ils vont préparer leur expédition a priori. Avec Dalman, ils vont partir à 5 dans les bois pour aller retrouver Moran, la fille du chapeauté. En ressortant du manoir, ils croisent d'ailleurs un petit tableau sur le mur de Moran. Une croûte honnêtement pas hyper bien fait ce tableau, mais où ils voient la fille qui aurait pu être belle si elle n'avait été défigurée complètement par des flammes, puisque sur la représentation de son tableau, elle est brûlée. Il croise ça, et avant que la séance ne se termine, dernier truc, quand il repasse, pour finir sur une petite touche sombre, il voit devant le manoir Stromba, les têtes des orques des grenouilles qu'ils ont ramenées, plantées sur des épieux, avec un corbeau qui retire le globe oculaire de l'un d'entre eux. Et c'est ainsi que notre épisode s'est terminé, et là les PJ ils sont chauds. La dernière fois, après la dernière séance, les joueurs étaient un peu dubitatifs sur ce nouveau départ, etc. Il fallait le temps que ça se remette en place. En plus on était ultra fatigués la dernière fois et tout, donc la dernière fois la fin de partie était un peu en demi-teinte, quoi. On était tous un peu ouais, ok. Là tout le monde est à nouveau ultra chaud. Boum boum. Et ça fait plaisir, mesdames et messieurs. Donc voilà un peu. Moi je suis très content que la campagne commence à prendre son envol. Ils ont déjà 3-4 pistes qu'ils pourraient suivre. Ils doivent déjà prioriser. Bon, pour une fois, ils ont la chance que tout ne soit pas ultra urgent nécessairement. Il y a plutôt l'histoire les filles de Loïs et la fille Stromba. Ça, il va falloir prioriser parce qu'évidemment, s'ils ne font rien, il va se passer quelque chose pour l'une, l'autre, etc. Est-ce qu'ils vont récupérer Grash ou seulement sa fille, sa femme, Moran? Est-ce qu'ils vont réussir à sauver les deux? Il y a plein de possibilités. Et puis les PJ ils sont contents d'aller dans la forêt, notamment les 2 elfes qui veulent aller voir les sources de Ged, parce qu'ils pensent qu'il y a des elfes ancestraux qui vivent dans la forêt, donc ça aussi ça les excite un peu. Donc voilà, la prochaine fois, je pense qu'il va se passer pas mal de trucs. Je pense qu'ils vont, je sais pas combien de temps ils vont passer encore à Frena. Est-ce qu'ils vont creuser Frena ou vouloir partir directement sur le pied de guerre, boum, on part dans la forêt? On verra dans le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et de continuer à suivre la Shadow March. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas bien sûr à mettre la petite cloche, à liker, à laisser un petit commentaire et à venir sur Tipeee si vous voulez soutenir toutes les vidéos qui sont produites tous les 2 jours sur cette chaîne. Vous vous rendez compte? Tous les 2 jours. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ciao bye bye yo, ciao bye bye yo, ciao bye bye yo.